3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Edmund Ching de nous accompagner également. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management et à nos côtés également Zakaria Darwish. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Est-ce que c'est un pivot général, Zakaria? On voit le price action, la réaction de marché, parfaitement identique après le discours de Jérôme Powell hier soir, après la communication de la Banque d'Angleterre en début d'après-midi, suivie de celle de la Banque Centrale Européenne. C'est le rallye général. Les marchés intègrent l'idée que l'équilibre est en train de changer du côté des banques centrales. Oui, si on se pose la question, est-ce que c'est un pivot? En tout cas, quand on regarde le pricing de marché aujourd'hui, on est sur la fin du cycle de resserrement et on entrevoit déjà le début du cycle d'assouplissement monétaire. Quand on regarde la communication des différentes banques centrales, on a l'impression qui s'en dégage et ce qu'on peut retenir comme élément concret, c'est qu'il n'y a plus d'opposition farouche de la part des banquiers centraux à ce pricing de marché-là. On dit on va voir ce qu'il en est, on va voir en fonction. Oui, on est data dépendant. Jérôme Powell, on lui a posé 25 fois la question hier sur les conditions financières, le pricing de marché, l'anticipation de baisse de taux. Il est un peu fataliste de ce point de vue-là. Il accepte l'idée que les investisseurs ont une vue différente de la Réserve fédérale américaine sur la vitesse des inflations et la poursuite de la tendance des inflations. Il capitule un peu de ce côté-là. Tout à fait. Mais si on remet en perspective ces différentes interventions, on peut voir que dans les récentes réunions de la Fed, il a essayé au fait d'aller contre ce pricing de marché en explicitant par A plus B qu'une rebaisse des taux d'intérêt n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas en 2023. On voit que finalement, il prend quelque part moins de risques et quelque part d'humilité en se disant, voilà, notre prévision d'inflation, c'est qu'on est dans un cycle désinflationniste, pas déflationniste, désinflationniste. Donc une baisse de l'inflation, on n'est pas sur une inflation négative sur l'année 2023, mais cette désinflation, cet effet ne sera pas assez rapide pour pousser la Fed à rebaisser ses taux d'intérêt et que la croissance va tenir. Il n'y a pas d'impact majeur, que ce soit sur la croissance ou sur le taux de chômage. Et du coup, ça ne nécessiterait pas de ressortir de ce territoire restrictif. Et en ne repoussant pas ou en ne cherchant pas à lutter aussi vigoureusement qu'avant contre ce pricing de marché, le marché, lui, il comprend le signal comme un feu vert pour y aller, quoi. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est pour essayer de comprendre la mécanique. La réaction des actifs risqués et des marchés de taux, c'est effectivement cela. Quelque part, je pense que du point de vue de Jérôme Powell, en première lecture, ce n'est pas très grave finalement. Mais après, le sujet qui se pose, c'est le sujet des conditions monétaires, financières. Et donc, si on est dans un cycle avec des taux d'intérêt qui rebaissent, des taux justement sur le sujet qui était majeur, c'est l'immobilier, un marché d'immobilier qui était beaucoup trop en effervescence du point de vue de la Fed et qui commençait à ralentir, qui ralentit même sur les chiffres, on va dire, avancés. Eh bien, en fait, cette baisse des taux d'intérêt pourrait recréer un problème qui, pour l'instant, était bien encadré, on va dire. Edmund, vos premiers commentaires suite à cette séquence Banque Centrale, la Fed notamment hier soir. Est-ce que le marché a raison, le marché a toujours raison, mais est-ce que le marché a raison d'intégrer directement le endgame finalement, se disant que jusqu'à présent, la Fed valide la position du marché mois après mois d'une certaine manière? Voilà, je pense que oui. Il faut quand même constater le fait que si on regarde la politique de la Réserve fédérale, c'est quand même le cycle des hausses de taux le plus rapide depuis très très longtemps. Et si on regarde les statistiques données par la Fed de San Francisco, si on regarde pas seulement le taux directeur aux États-Unis aujourd'hui, mais le proxy rate qui rajoute le taux directeur, mais aussi l'effet de cette réduction de bilan, on arrive aux alentours de 6,4% aux États-Unis, un niveau qu'on n'a pas vu depuis l'année 2000, il y a plus de 20 ans. Donc, je pense que Jérôme Powell se dit, on a fait ce qu'on pouvait faire. Après, voilà, ça dépend. Fingers crossed. Fingers crossed. Voilà, on croise les doigts, on espère que le taux d'inflation redescend vite. Moi, je prévois que le taux d'inflation aux États-Unis va quand même redescendre très vite, surtout les prochains 6 mois.
Et donc, ça va valider ce qu'a déjà fait la Réserve fédérale. Ils ont tout à fait raison de dire, OK, on a quand même bien augmenté les taux, on a réduit notre bilan, on a fait ce qu'il fallait faire pour resserrer la politique monétaire. Mais après, il ne faut jamais oublier le fait qu'il faut du temps pour voir les vrais effets à 100% de ce resserrement de la politique monétaire. Bien sûr. Donc il manque effectivement ce facteur temps, mais vous dites la Fed, même si elle ne veut pas dire que c'est son scénario central aujourd'hui, elle considère aussi le risque que l'inflation puisse continuer de baisser aussi vite que ce qu'on a vu jusqu'à présent, sans forcément faire remonter le taux de chômage. C'est ce qui est spectaculaire, quoi. Non mais, Edmund, jusqu'à présent, le pic inflation globale date du mois de juin, le pic de l'inflation cœur, je crois, c'est septembre aux États-Unis, donc avec un petit peu de décalage. Néanmoins, ces données n'arrêtent pas de baisser, alors que le taux de chômage, lui, n'a pas monté jusqu'à présent. Pour l'instant. Ah ben oui, mais quand même. Je pense que le taux de chômage va quand même remonter dans les prochains mois, parce que c'est les segments qui sont très importants pour l'emploi. Par exemple, le secteur de construction, mais si on regarde les mises en chantier, ils ont plein de chutes. Ce qui est normal, avec le taux de financement des prêts immobiliers à 30 ans fixe qui remonte de 3% à 6 et quelques, effectivement, ça ralentit quand même la possibilité pour les acheteurs d'acheter une maison ou un appartement pour la première fois. Ouais. C'est normal. Ouais. Donc les constructeurs de maisons se disent, OK, on se calme, parce que les prix ne sont pas les mêmes, les prix sont en pleine chute, en chute libre, par exemple à San Francisco, Austin, Texas, même à New York, on commence à vraiment voir les marchés immobiliers les plus chauds qui se refroidissent très vite. Donc, et bon, pour moi, ça va mettre le frein sur le niveau d'emploi, surtout dans les secteurs de construction qui reste quand même un employeur très important aux États-Unis. Bon, Vincent, le thème des pivots revient sur le devant de la scène, là, de manière spectaculaire, après cette première séquence Banque centrale de l'année 2023. Oui, je crois que j'avais parié sur ce plateau, en tout cas j'ai fait sur d'autres, 3% d'inflation fin de cette année aux États-Unis ou en dessous, on y sera. Ça paraissait farfelu il y a encore quelques mois. Bon, enfin, je pense qu'on était tous dans le cas de figure. C'est vrai que ça nous place, c'est le retour du 60-40, vous l'évoquiez dans votre introduction, c'était quelque chose que, après la pire année pour le 60-40, l'an passé, on a un retour et un retour en force. C'est quand même tout à fait intéressant. Je pense, oui, bonne nouvelle en cascade, l'économie qui s'améliore. En Europe, on l'a vu, le FMI, Eurostat, enfin, je veux dire, sur la croissance, le buzzword de l'année, c'est résilience. Sur l'inflation, ça semble en effet pas mal se passer. Moi, votre remarque sur le marché de l'emploi, je trouve aux États-Unis est particulièrement intéressante. Alors, certes, on a toutes ces questions et je partage en tout cas ce que vous avez chacun évoqué sur ce marché de l'emploi. Jusqu'ici, moi, je suis assez surpris de voir que l'activité de l'emploi dans le secteur du bâtiment aux États-Unis est reste stable. Et même la confiance, le NAHB au mois de janvier était stable. Moral on a eu des un indicateur cette semaine qui était un peu plus faible, mais ça tient, ce qui finalement semble illustrer. Et on voit ces mises en chantier, ces ventes de maisons qui sont en chute libre. Donc il doit y avoir un report de la construction vers la rénovation ou des choses comme ça. Et par rapport à ce que tu évoquais, Karia, sur cet aspect, il faut ralentir le marché immobilier sur les prix, c'est vrai. Mais finalement, on peut se demander, est-ce que les prix, c'est peut-être pas plutôt une fonction d'une sous-offre de biens immobiliers que réellement d'un emballement, parce qu'on avait des taux trop bas qui ont fait que le marché immobilier était trop... Bon, il y a sans doute un petit peu des deux, mais je n'ai pas l'impression que nécessairement, en relâchant la bride monétaire, on mettrait potentiellement le marché à mal. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une surcapacité d'offres sur le marché immobilier américain aujourd'hui, à l'inverse de 2005-2007. Il y a toujours une pénurie comme en France. Voilà. Et comme dans pas mal de marchés européens, malheureusement. Donc il faut construire, rénover, et ça c'est... Ça met un plancher quand même à l'idée de la récession immobilière profonde. Voilà, celle-là, je pense qu'on l'a déjà discuté assez bien. On voit à la fois que sur les prêts hypothécaires variables fixes, 95% des Américains sont en fixe, que le subprime a quasi disparu. Donc sur cet aspect-là, on ne rajoutera pas au ralentissement conjoncturel une crise immobilière, évidemment, dans la foulée. Par rapport aux autres marques sur le marché du travail, je trouve qu'on est en train de voir quelque chose d'un peu magique. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas, c'est un terrassage en douceur. On voit des licenciements en cascade depuis des semaines, un taux de chômage qui ne baisse pas. Non, on ne voit pas de licenciements. Moi, je veux qu'on fasse la liste des boîtes qui embauchent, parce que c'est trop facile de faire les gros titres avec Alphabet Google, avec des grands noms comme ça qui virent 10 000 personnes après en avoir embauché 100 000 en 4 ans. Moi, je veux faire la liste des boîtes qui embauchent. Et il y en a plein qui embauchent 10 000 personnes ou qui prévoient d'embaucher 10 000 personnes. C'est ça qui est fantastique, c'est parce que, regardez, en France comme ailleurs, on pleure pour trouver les informaticiens. Je pense qu'aux États-Unis, les small et mid-cap étaient vraiment contraints. Le prix du développeur va baisser.
baisser et sera plus accessible pour d'autres. Mais c'est sans doute ce qu'on est en train d'observer sur le marché de l'emploi, parce qu'on n'a pas d'augmentation de taux de chômage et on a finalement une croissance des salaires qui commence à marquer le pas aussi. Donc c'est vrai que sur le point économique, c'est évidemment particulièrement intéressant. Mais c'est soft landing là pour Jérôme Powell. Alors, la probabilité augmente. On observe le soft landing chaque jour, sauf quand même dans les indicateurs de confiance aux États-Unis qui restent paradoxalement, eux, très orientés à la baisse. Ouais. Alors depuis le début de l'année, on a une dichotomie entre indicateurs de confiance et données réelles. Cette dichotomie, finalement, s'est réduite en Europe. On a vu que les indicateurs de confiance d'activité réelle ont commencé à converger. Aux États-Unis, ça reste quand même un petit peu troublant. C'est cet affaiblissement, notamment sur l'ISM Service ou autre, plus dernièrement, où là, on se demande un peu ce qui se passe, alors qu'on a, pour le reste, beaucoup de résilience également. Quel est le montant de la récession américaine que le marché anticipe? Alors, on le voit, hein, les baisses de taux, ça peut être jusqu'à 200 points de base jusqu'à fin 2024. Ça nous dit quelque chose du montant, de la taille du ralentissement, du slowdown qui arrivera à un moment. Non. Non. Je pense que non, parce que si je regarde le marché de crédit, par exemple l'écart de spread, notation investment grade ou même high yield, surtout high yield, on n'intègre pas du tout une récession profonde. Mais pas du tout, on est très très loin de ça en ce moment. Donc c'est bizarre, on a des signaux un peu contrariants qui partent dans tous les sens. Honnêtement, c'est un peu bizarre. C'est pas clair. Et vous dites, vous garderiez de monter une stratégie trop forte sur l'idée d'un soft landing à ce stade aux États-Unis? Pour moi, c'est honnêtement entre un atterrissage en douceur ou une récession, mais modeste, technique. D'accord. Je m'en fous. D'accord. Parce qu'effectivement, on évite si on évite une vraie récession profonde où le taux de chômage remonte de 2%, voire plus, où vraiment l'activité est quand même sinistrée, là, si on évite ça, on est cool. Non, on a un base case de stagnation. Voilà. Et c'est finalement ce que célèbrent les marchés aujourd'hui. Donc le scénario du pire est évité, comme celui d'ailleurs, celui d'une forte croissance qui reviendrait. On voit, et là, les indicateurs conjoncturels avancés semblent vraiment le confirmer. C'est difficile d'expliquer que le marché, les investisseurs se réjouissent d'une situation de stagnation. Non, mais je passe mes journées à expliquer sur les réseaux, parce que on est au bord de la récession. On vient de prévisions, de consensus d'économistes qui nous prédisaient des baisses de 1, 2, 3 points de PIB peut-être pour la croissance zone euro cette année. C'était il y a encore quelques mois. Donc, expliquer qu'effectivement une stagnation, ça peut déclencher un enthousiasme tel qu'on le constate, c'est pas forcément intuitif. Non, tout à fait. C'est vrai que l'an passé, on a tous été démunis face à cette crise. On a dû rechercher dans les livres d'histoire, années 70, 2008, 2012. 2012 peut revenir, hein, on en reparlera en Europe dans le prochain trimestre. Mais enfin, pour 2008, ça semble pas être le sujet. Et les 70, on semble s'en éloigner aussi. Donc ça, c'est en tout cas déjà une bonne chose. On n'a jamais aussi peu parlé du risque souverain qu'en ce moment en Europe. Mais on pourra en redire un mot. Parlons de l'Europe d'ailleurs. Bon, Banque d'Angleterre, Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il y a des messages un peu communs d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un riz de crosse à faire entre ces deux banques centrales aujourd'hui, Zachar? Parce que là aussi, sur la Banque d'Angleterre, on en parlait un peu moins. On en avait beaucoup parlé en octobre pendant la crise des LDI, on en parle un peu moins aujourd'hui. Mais là aussi, on sent une approche beaucoup plus graduelle. Il y a plus volontarisme affiché, automatique, contre l'inflation. Le mot forceful a disparu du communiqué, donc on sent là aussi une approche plus balancée. Oui, mais pour moi, le contexte UK est un peu particulier, parce que vu ce qu'on a vécu d'un point de vue fiscal, avec le mini-budget et ses conséquences. Ce qui fait qu'au final... en ce moment, en fait, il y a le sujet de la politique monétaire, mais aussi le sujet de la politique fiscale. Et je pense que la BOE ne peut pas tout faire. D'ailleurs, elle voulait lancer son programme de réduction de bilan bien plus tôt et dans d'autres conditions. Bon, finalement, elle a réussi, mais on voit qu'il y a un peu plus de contraintes. Alors qu'en fait, à la BCE, on sent que le sujet principal, ça reste toujours et uniquement l'inflation, la croissance. Finalement, on n'a pas de sujet, on se réjouit du fait qu'on évite une récession profonde, mais il faut rappeler que le mandat principal et unique, c'est l'inflation. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de débat sur l'arbitrage à avoir. Voilà, tout à fait, à aujourd'hui. Et quand on regarde la BCE dans le détail, on a l'impression qu'au final, aujourd'hui, de la conférence de presse, qu'on peut souligner assez confuse de point de vue message, mais parmi les choses qu'on peut retenir, c'est que finalement, pour Christine Lagarde, je dirais les capteurs sismiques de l'inflation, c'est deux facteurs, c'est l'énergie
et les salaires, les négociations salariales. Sur l'énergie, en fait, au final, tout est parti de là pour l'Europe. Tout est parti de là. Ce n'était pas forcément anticipé. On n'avait pas forcément en tête le fait que le prix du gaz a une implication sur l'électricité et du coup se diffuse de façon aussi large dans l'économie. Et du coup, finalement, ils sont très dépendants de cela. Et ça explique quelque part pourquoi le message de la BCE aujourd'hui est aussi trouble. Et sur le deuxième sujet, c'est les salaires. C'est une négociation salariale, donc on a plutôt sur l'inflation corps et tout ce qui pourrait en ressortir. Et là, on voit que finalement, elle lie dans son discours les négociations salariales à l'inflation headline, à l'inflation totale qui ressort. Et du coup, on est quelque part, on se mord la queue, en fait, quelque part sur ce discours-là. Mais au final, ce sont les deux choses qu'il faut surveiller principalement sur la zone euro. Pourquoi le marché a pris le discours de Christine Lagarde, aussi confus soit-il, comme étant un discours dovish ? Eh bien, c'est l'incertitude sur la suite. Quand on regarde les dernières déclarations de la BCE, ils nous avaient ancré dans un scénario où l'inflation, c'est à 3 fois l'objectif, donc il n'y a pas de sujet de ralentissement, de resserrement monétaire. Il faut qu'on aille très vite, il faut qu'on aille très fort, il faut qu'on aille en territoire restrictif. Rien d'autre ne compte. Et puis, en fait, on arrive avec un discours de oui, on vous avait dit on monte 2 fois de 50, donc on va monter aujourd'hui de 50, probablement la prochaine fois de 50, mais bon, probablement. We intend to. Voilà. We intend to. Intend to, c'est un mot très fort, mais en même temps, ça ne veut pas dire nous allons faire, c'est ce qu'on nous pensons aujourd'hui. C'est pas irrévocable. C'est pas irrévocable. C'est fort, mais c'est pas irrévocable. Tout à fait. Et surtout pour la suite, dans un contexte où on voit des pauses dans chez toutes les banques, autres banques centrales. Ce type de discours-là ancre quelque part l'idée que la BCE aussi va se mettre bientôt en mode pause. Bon, il y a le discours des banques centrales. Beaucoup d'entre elles ont quand même bien détruit leur forward guidance ces derniers mois. Non, mais je veux dire, du coup, on a presque l'impression que les marchés n'écoutent plus ce que disent ni Jérôme Powell, ni Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle parle à peu près tous les jours. Hein. Oui. Je veux dire, là, elle essaye de nous dire que le job n'est pas fini, qu'il y a encore du ground to cover, etc. Le marché, il y voit la même situation qu'ailleurs, et donc... non, mais les actions montent. Je suis d'accord avec Zakaria. Enfin, surtout en Europe, le moteur de l'inflation, c'est principalement le prix de l'énergie, oui. Qui contrôle pas du tout la BCE. Donc, oui, on augmente les taux ou pas. Est-ce que ça va impacter le prix du gaz, le prix du pétrole, le prix du diesel ? Ah ben non. Donc, ils n'ont pas la main sur le moteur de l'inflation en Europe aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est un autre sujet, parce que les augmentations de salaire, c'est vraiment un sujet là-bas. En Europe, un peu moins. Effectivement, on subit toujours les effets secondaires dans tout ce qui est inflation core, effectivement, des prix d'énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est très simple. Les prix baissent. Mais bien sûr. Les prix baissent. Mais peut-être pas pour nous, les ménages, aujourd'hui, mais à un moment donné, ça va avoir un impact plutôt positif pour les ménages aussi. Bien sûr. Surtout à la fin de l'hiver. On n'est pas trop loin, il fait assez doux à Paris aujourd'hui. Si, par exemple, fin février, on a la température qui remonte, le besoin de chauffage baisse. Ah voilà, et les prix de gaz peuvent baisser aussi. Et ça va être une bonne chose pour nous, mais aussi pour le taux d'inflation pour les prochains mois. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça paraît... L'approche est plus mesurée, dire, bon, on a fait 50, on fera sans doute 50 au mois de mars, et après, on verra. C'est-à-dire que le marché considère que peut-être qu'après le mois de mars, c'est déjà une pause qui peut s'installer pour la BCE. Peut-être ou peut-être pas, ou peut-être on arrivera à 3,25, mais entre 3 et 3,25... Voilà. D'accord. C'est pas très grave. C'est pas 4. Mais la surenchère à la hausse du taux terminal... Non, c'est fini. C'est fini parce qu'on voit bien que la tendance est plutôt, de l'inflation est plutôt une tendance baissière. La seule question, c'est avec quelle vitesse en Europe. Aux États-Unis, on voit que c'est quand même, pour l'instant, assez rapide. Est-ce que ça va être la même chose en Europe ? Moi, je pense que oui, mais ça reste à confirmer dans les prochains mois. Même, je crois, sur des données très dures, pour le coup, coût unitaire du travail, Employment Cost Index, etc., qui sont des mesures très regardées par les économistes, on voit les pressions salariales qui se... Ça se calme assez vite, quand même. Eh bien oui. Ouais.
Aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Côté européen, là aussi, vos commentaires. Et puis, parlons, parce que la nouvelle étape pour la BCE, c'est aussi d'engager la réduction passive du bilan. Donc, les chiffres ont été confirmés. Ça commence progressivement à partir du mois de mars. En juin, on réévaluera la situation. Ça nous ramène au risque souverain. C'était le constat qu'on dressait il y a quelques minutes avec vous. On n'en parle plus de ce risque souverain. L'Italie a disparu de la carte. Non, c'est exact. Alors, personnellement, je suis peut-être un petit peu à la contre-courant. Je sais que vous avez été déçu de cette conférence de presse ce soir, mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a quand même pas mal intéressé dans la conférence de presse aujourd'hui de la BCE, pour amener un autre point, c'est certainement la prise en compte du risque climatique. Je pense que c'est une référence qui a été faite. Donc, attends, je précise juste, Vincent. Donc, dans le programme d'achat d'actifs global, il y a la partie des corporate bonds, c'est ça, du secteur privé. Et donc, le réinvestissement de ces obligations privées d'entreprise se fera avec un filtre le plus green possible. Voilà, les entreprises les plus vertueuses sur le plan donc énergétique, ça, c'est bien, en ce y compris rachat d'obligations green labellées, bien sur sûr. les marchés primaires. Donc, la BCE est quand même la première banque centrale mondiale qui avait, en tout cas, signalé que ça faisait partie de son mandat, le climat, et qui, en tout cas, dans un moment qui n'est pas facile pour les banques centrales, a quand même au moins cette clairvoyance de voir long terme et d'aborder cette thématique. On a eu des marchés obligataires qui étaient à la peine l'an passé. C'est un marché obligataire qui se développe bien en Europe, en Chine, partout dans le monde. On avait encore 500 milliards d'euros d'émissions l'an passé. Je pense que face aux enjeux de la transition énergétique que la guerre en Ukraine a mis en exergue, que notre crise énergétique a mis en exergue, en tout cas intéressant de voir la BCE s'engager, en tout cas dans cette voie, alors que c'est vrai qu'elle est sur tous les fronts, et notamment on va revenir sur ce front en tout cas de la situation, en tout cas des risques souverains, qui n'est pas tellement à ce moment un problème de la BCE, mais que d'abord un problème au niveau de la Commission européenne. Le Covid, c'est fini, je crois que maintenant on peut se le dire. Donc c'est vrai que finalement le quoi qu'il en coûte, on oublie de regarder un petit peu l'état des finances publiques, c'est fini aussi. Les investisseurs s'y réintéresseront peut-être un jour aussi. Alors c'est vrai que Mélanie semble faire, en tout cas fait pas débat pour les investisseurs pour l'instant, mais ça pourrait revenir. Et il y a déjà des discussions préliminaires à Bruxelles sur, en tout cas, les mécanismes d'ajustement des budgets européens. Et ça s'annonce évidemment particulièrement compliqué. Donc ça va quand même revenir au centre de l'attention pour les investisseurs. Et légitimement, on a quand même une banque centrale qui, certes, va monter moins les taux, tant mieux. Donc le 3,5 qu'on attendait jusqu'à peu remis en question. Donc 3,1, pas mal. On n'a pas parlé d'une banque centrale ce soir, mais on en parlait off la banque centrale japonaise, qui, elle, évidemment, normalise aussi. Alors c'est quand même un peu embêtant pour la BCE. La Fed a pu finalement normaliser, faire son QT déjà avec une banque centrale japonaise qui était quand même en train d'assouplir. La BCE va normaliser en même temps qu'une banque centrale japonaise. Donc c'est vrai que ça rend les choses un petit peu plus compliquées dans la capacité d'absorption. Il faut expliquer, normalisation de la banque centrale japonaise, donc, ça veut dire des taux d'intérêt plus positifs au Japon, et donc ça veut dire moins d'incitation pour les investisseurs fonds de pension japonais à aller chercher du rendement ailleurs. Donc si la BCE n'achète plus d'obligations européennes, c'est certainement pas les Japonais qui vont les acheter dans l'intervalle, alors que les États-Unis à certains égards ont pu en bénéficier. Donc ça va être un vrai sujet, je le pense. Profitons du rallye sur les marchés obligataires aujourd'hui. Je crois que les trésors nationaux en profitent bien pour émettre un maximum. Sur le sujet. Oui. Personnellement, je resterai en tout cas à l'écart des marchés obligataires souverains européens. Je leur préférais très nettement la courbe américaine qui, aujourd'hui, même hedgée en euros, a quand même un net avantage pour moi en termes de protection par rapport au développement. Ça paraît moins stabilisé en Europe. Sur du 4,2 sur du 2 ans aux États-Unis, bien sûr. vous hedgez ça à 2 ans, à 2% en euros, et vous n'avez pas de risque de duration, et vous avez finalement un beau portage. Donc, ce sujet crise souveraine, crise ne plombe pas en tout cas, mais en tout cas soutenabilité des finances publiques va revenir certainement à l'avant-plan. Maintenant, le sujet Green Bond n'est pas tout à fait étranger à ce sujet de soutenabilité des finances publiques. C'était quand même la victoire d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel au plus fort, en tout cas, avant que cette guerre en Ukraine démarre, mais ce fonds Next Generation EU. Oui, bien sûr. 2020, ça c'est post-pandémie, ça, bien sûr. Par des Green Bonds, c'est quand même finalement un mécanisme qu'on peut espérer qui continue à se développer. Et là, on a quand même un alignement des astres, à la fois au niveau supranational en termes de dépenses budgétaires financées par des green bonds et une banque centrale qui va potentiellement aider à payer la facture. Donc ça, c'est quand même intéressant. Au moment où les États vont se focaliser sur la restauration des équilibres budgétaires, la Commission européenne pourra par contre avoir plus de champs pour soutenir en tout cas les investissements en Europe. Donc
quelque part, bon, ne dramatisons peut-être pas l'effort d'austérité qui pourrait avoir lieu au niveau des États membres. Bon, sur le risque souverain, Zakaria, effectivement, s'il y a moins de Japonais friands de nos dettes, ils ont 10% et plus parfois du stock de dettes de pays européens, s'il y a moins de Japonais, s'il n'y a plus la BCE, avec les émissions à venir, alors qui ont déjà été très dynamiques là, sur le mois de janvier, mais d'autres émissions vont suivre encore. En fait, alors il faut mettre ça en perspective par rapport à l'année 2022. L'année 2022, il y a beaucoup d'investisseurs, gros investisseurs qui ont vendu en fait leurs actifs obligataires. Ça explique aussi la performance. Et en fait, on se retrouve à la rentrée de l'année 2023 avec des investisseurs qui sont cash riches, qui ont une grosse montagne de cash, qui va être rémunérée très bien en ce moment avec des taux monétaires à 3%. Mais dans une perspective de gestion d'actifs passifs, par exemple les assureurs ou autres, eh bien en fait, et la journée d'aujourd'hui le montre très bien, c'est que quand vous avez moins de risques ou même une perception de risque moindre, eh bien, il y a cette recherche de rendement qui s'installe. Et le mouvement d'aujourd'hui est assez incroyable là-dessus. Donc tous les taux baissent, et en particulier les taux italiens. Donc ça veut dire qu'il y a bien une recherche de rendement quelque part qui se fait, et on va vers les actifs. Mais vous dites qu'il y a le cash risqués en face pour justement faire face à cette offre nette sur le marché qui va être énorme. Exactement. En fait, il va y avoir des acteurs en moins. La première étant, c'est la BCE. Il y a le sujet du Japon, qui est un vrai sujet, parce que les Japonais ont été historiquement de gros acheteurs de dettes en zone euro, que ce soit sur l'Italie, justement, pour périphérique et semi-corps, et aussi sur de la dette bancaire, on va dire, la plus risquée. Et du coup, ça sera également un acheteur en moins. Mais d'autre part, il y a des investisseurs locaux qui sont toujours en cette recherche de rendement. On peut en fait voir de façon aussi plus anecdotique, si vous regardez tout ce qui est autour de tous les produits qui sortent au grand public en ce moment, oui, ce sont les fameux fonds à échéance. Bien sûr. Il y a bien un engouement en fait pour cette partie-là. Donc l'épargne locale, la demande européenne peut suffire à absorber quand même cette offre massive qui arrive. Si on n'a pas, on va dire, une vraie crise telle qu'on l'a connue justement en 2011 sur la soutenabilité de la dette. Et en fait, on voit, il y a une question justement à la conférence de presse pour Christine Lagarde sur le fameux TPI. Le mécanisme de protection justement des différents États. Et on voit aujourd'hui que finalement, ce qui a été déclaré dans l'urgence l'année dernière, ça marche bien. On est resté au stade de la déclaration. Aujourd'hui, l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne est à environ 180 BP, 1,8%. On est au plus bas. On a quelque part en tête que la BCE devrait agir si cet écart dépasse les 2,5%. On vit en dessous des 2%. Tout le monde trouve que c'est peu pour le risque potentiel qu'on en prend, mais il y a toujours quelque part dans nos têtes cette protection de la BCE qui pourrait être activée à n'importe quel moment. Maintenant que, d'un point de vue, j'allais dire, institutionnel, c'est intégré que la BCE peut faire ce type d'action. Avant même le pivot des banques centrales, le pivot le plus spectaculaire, c'est le pivot sanitaire en Chine, Edmund. Quelques semaines et quelques... Ben non, mais c'est très tangible et je crois que c'est aussi très porteur pour l'Europe, très sensible au cycle de la croissance mondiale, à la croissance chinoise. Et c'est peut-être d'ailleurs le pivot le plus tangible qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Comment vous voyez s'installer la séquence de reprise de consommation en Chine, les effets sur l'économie chinoise, les risques de pression inflationniste supplémentaire que ça peut mettre dans le système? Bon, la pression inflationniste supplémentaire, j'y crois pas, à court terme en tout cas. À long terme, ça c'est une autre histoire, mais ça c'est à long terme, ça c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. Si on parle de la demande supplémentaire en Chine, je regarde l'excédent d'épargne des ménages qui était constitué ces derniers temps. C'est quand même énorme. Comme on a fait aux États-Unis, comme on a fait en Europe, qu'est-ce qui s'est passé après? Au moment qu'on avait vu la fin des confinements et de réouverture des économies, on a consommé comme les malades. Mais cet été, par exemple, les billets de train, les billets d'avion en France, c'était 2 fois le prix normal. Parce que tout le monde se dit, je vais voyager à l'étranger après 2 ans de rester chez moi. J'en ai marre, je voyage et n'importe le prix. Eh bien, les Chinois vont faire la même chose. Il faut dire n'importe le prix, je consomme et je vais consommer comme un malade parce que j'ai reconstitué mon stock d'épargne et comme ça. J'ai vu des chiffres de plus de 30%, c'est ça, mais c'est énorme. de stock d'épargne pour les ménages. Voilà, et en plus, le taux d'épargne
en Chine est déjà très élevé. Oui, ils n'ont pas de système de sécurité. Hein, donc c'est encore plus élevé. Donc, là, on parle de 2,6 trilliards de dollars d'excédent d'épargne. Hein, donc ça impressionne plus personne, ces chiffres en trillions. Non, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est le PIB de la France. Oui, alors, est-ce que c'est impressionnant? Oui, du coup, quand même, oui, si, c'est impressionnant quand même. Oui. Effectivement, je prévois que des queues très très longues à côté Louis Vuitton, Hermès à Paris. Ça va revenir. On va voir les touristes chinois partout. Mais c'est un one-off, c'est un feu de paille, c'est un one-off, c'est 6-9 mois de croissance de revenge. Oui. Et après après, on revient. Les deux questions principales, c'est toujours les tendances démographiques qui restent quand même bien sûr pas top. Un peu comme la Corée du Sud et le Japon. On a les effectifs. 0,8 Corée du Sud. Hein, fertilité 0,8. Exact. Pas assez de bébés. Et pendant le pandémie, c'est encore pire. Ouais. Donc ça va avoir un impact moins tard. Et sur le plan de l'investissement, si on reste dans la séquence de reprise chinoise, on a vu des marchés chinois qui ont déjà repris 50%, ça doit mettre même encore des performances beaucoup plus spectaculaires sur des segments de marché spécifiques. On en est où là de la fair value du marché, des marchés chinois? Oui, ça c'est une bonne question, mais ce que je trouve que la plupart de nos clients, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas acheté. Donc maintenant, on se pose la question, avec ce rebond des marchés financiers, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'achète maintenant? Voilà, plus 50%, c'est quand même... Psychologiquement, c'est super difficile. Qu'est-ce que vous leur dites aux clients Si vous posez cette question, c'est votre job. Je dis oui, mais peut-être en Chine, il faut se calmer un peu, on peut attendre, même si je suis optimiste toujours, à moyen terme, mais on se calme. Peut-être sur le vers la technologie, il y a toujours des choses à faire, mais attention, parce que... ça va vite. Ça va très très vite. Ben ouais. Donc moi, je regarde plutôt les autres marchés en Asie. L'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, ce sont des marchés intéressants pour moi. Ouais. Et en plus, l'Europe. Ce qui est vrai, en dehors de l'Europe, les investisseurs détestent l'idée d'investir en Europe, surtout dans les actions. Mais pourquoi? Vous avez une guerre, pas de croissance, un taux d'inflation mais au plus haut. Là, ils sont tous les points négatifs. Et sont où les points positifs? Or, si j'aurais les résultats trimestriels en Europe, ces derniers temps, impressionnant. Le secteur énergie, le secteur biens de luxe, le secteur semi-conducteur, le secteur bancaire, on dépasse les attentes des analystes dans tous les coups, dans tous les cas, malgré la récession qu'on attend. Ça crée pour des investisseurs professionnels qui sont benchmarkés, ça crée quand même une situation de pression très forte, parce que sur les segments de marché que vous avez cités, c'est déjà des perfs à plus 15, plus 20, plus 30 voilà, qu'on a vu passer, quoi. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'étais optimiste depuis le mois de décembre, mais honnêtement, c'était quand même super difficile pour soi de nos clients. Surtout nos clients plutôt conservateurs, ils disent « Quoi ? Positif les actions, vous êtes fous. C'est un bon signe. Il y en a encore qui ne sont pas investis en Europe, alors. Plein. Tout le monde, quasiment tout le monde. Bon, Vincent, sur l'Europe. Je souscris pleinement à ce que vient d'évoquer Edmund, je pense. Enfin, et avec plus de force peut-être. Moi, sur la Chine, je pense que c'est vraiment encore le moment de revenir. C'est le moment d'ailleurs quasi de faire en 60-40 chinois. Osons-le. Actions, obligations. En Chine, pour l'instant, ça va plutôt bien. Le renminbi s'est repris 4-5% là maintenant depuis ces dernières semaines. Je souscris à l'idée de prenons tâche d'huile, faisons Greater China, l'Asie. Le baht thaïlandais prend 5% depuis le début de l'année. Les vols des Chinois vers la Thaïlande doublés, triplés en l'espace de quelques semaines. Ils viennent pas que chez nous. Les 2600 milliards de dollars, ils vont les dépenser évidemment dans la région. Donc toutes les devises de ces marchés augmentent. Donc on peut le jouer avec de la dette émergente en monnaie locale. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met fort en avant. On peut le jouer avec de la dette étatique souveraine chinoise. Alors ça rapporte pas beaucoup en termes de coupons, mais vous faites déjà sur la devise. 1,6% d'inflation en Chine pour l'instant. C'est bien une des seules banques centrales qui, elle, le pivot, on peut l'envisager sereinement. Donc, enfin, pivot, retourner dans l'assouplissement. Donc on a vraiment des marchés qui sont bien calés. Et on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, j'en ai parlé un peu avec mes obligations vertes, mais on n'est pas revenu à pas parler trop transition énergétique. Le grand gagnant, c'est la Chine. Le green bond chinois. Certainement. Le climate tech et le green bond chinois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, voilà des thématiques qui vont encore porter la Chine pendant un petit peu de temps. Donc, je pense qu'il est encore temps de sauter dans le train en marche. On a des valorisations en Chine qui sont finalement encore inférieures à ce qu'on peut avoir en Europe. On a surtout, et tu parlais de bénéfices Edmund, une croissance bénéfice
bénéficiaire attendu en Chine qui est quand même largement supérieur. On est sur 14-15% pour les actions A chinoises d'attente pour cette année et l'an prochain. Donc en 2 ans, plus 30% de bénéfices. Enfin, c'est quand même tout à fait significatif. Mais là, ça devient un cœur de stratégie, là, tel que vous le décrivez. Là, clairement, c'est aux côtés de l'Europe, la Chine est sans doute aujourd'hui la plus grosse conviction qu'on peut avoir dans cette phase de marché. Ouais. Et le marché américain ? Voilà, clairement, c'est un peu moins le sujet. On est un marché qui a quand même, finalement, avec une valorisation, on est à 17 fois les earnings pour l'instant en termes de PE. On a une saison de résultats qui n'est pas dramatique, mais qui est pas folichonne. On a une entreprise sur 2 qui dépasse les attentes. C'est quand même inférieur à ce qu'on a d'habitude. On se dirige sur une baisse annuelle des earnings d'à peu près 8 à 10%. Voilà, ça continuera sans doute. Il y a des bonnes choses à faire aux États-Unis. La vigueur de la tech, vous l'évoquiez. Bah oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rallye du Nasdaq là, qu'on a vu se déclencher il y a 15 jours, avec un rattrapage spectaculaire. Est-ce que c'est un rallye qu'on a envie de chasser, par exemple En tout cas, on a des entreprises qui ajustent leur structure de coût. On le voit malheureusement avec des licenciements en cascade. Je pense que c'est salué par le marché. On a des entreprises qui, dans 80% des cas pour la tech aux États-Unis, font mieux que les attentes. On a des entreprises où la baisse des EPS sur un an est sensiblement moindre. On est sur 5% de baisse par rapport à 10% pour le marché pour l'instant. Donc, plus de résilience dans cette phase-ci. Et on les achète au rabais par rapport à il y a un an. On voit la réaction de marché sur Meta. C'est spectaculaire. Hein. Dès qu'il y a un peu de mieux dans un groupe comme Meta... Je ne m'exprimerai pas sur la valeur. Non, mais c'est l'exemple du jour. Mais il n'y a jamais eu de remise en compte des business models l'an dernier. Bon, peut-être plus d'inquiétude ou d'interrogation pour certains. Sur Meta, parce qu'on parle évidemment d'une nouvelle technologie, d'un nouveau monde potentiellement. Donc, on verra évidemment la rentabilité de celui-ci. Mais enfin, aujourd'hui, on a des taux qui, a priori, seront moins un frein dans les mois à venir, une structure de coûts ajustée, beaucoup de résilience et des bonnes surprises. En tout cas, mais il y a plus de bonnes surprises sur ce secteur que sur d'autres secteurs. Bon, dans le monde obligataire et du crédit, Zakaria, donc derrière le bond is back que tout le monde a essoré à travers toutes les conférences de rentrée et réunions annuelles, comment on peut détailler un peu justement les opportunités qu'il y a? Est-ce qu'on a envie de reprendre de la duration, par exemple là si on y voit un peu plus clair sur les politiques monétaires, est-ce que c'est le moment d'aller un peu plus loin dans la courbe obligataire souveraine? Oui, on a déjà eu un beau mouvement depuis octobre, hein, mais comme sur tous les actifs risqués. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quelque part soit au pivot, soit, on va dire, on se rapproche de la fin du resserrement monétaire. C'est un pivot qu'on peut décomposer. Hein. Quand on dit pivot, c'est pas juste on monte les taux et puis le lendemain on les baisse. Oui. C'est un pivot que les analystes voient en plusieurs étapes. Hein, Oui, indépendamment du pricing du marché sur une rebaisse des taux d'intérêt, parce que la rebaisse, elle est peut-être pricée de façon agressive aux États-Unis, mais beaucoup moins dans la plupart des autres zones. Et donc, en fait, on peut aller chercher de la duration avec du spread de crédit sur la partie intermédiaire de la courbe. Et quelque part, en fait, vous êtes rémunéré pour le risque de crédit. Vous êtes moins sensible que si vous êtes sur la partie courte à une mauvaise surprise, on va dire, sur l'inflation, parce que ça tendrait plutôt à aplatir encore plus la courbe. Et si le mouvement qu'on a vu aux États-Unis peut être une indication pour l'Europe, on peut plutôt s'attendre à aller chercher de la partie longue de la courbe pour jouer justement encore plus cet aplatissement. Il y a encore de la valeur dans le crédit. Il n'y a pas de pricing de récession profonde. Ça serait vraiment un scénario adverse mauvais pour que ce soit crédit IG ou high yield. Mais en fait, quand on connaît les taux de défaut sur le crédit IG de bonne qualité en zone euro, on se dit qu'aujourd'hui, on est bien grassement rémunéré pour ce crédit-là. Et du coup, ça justifie vraiment d'aller chercher du portage sur ce segment de la courbe. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir été avec nous ce soir pour Planète Marché. La séquence n'est pas finie et la journée n'est pas finie. Donc Apple, Amazon, Alphabet ce soir après la clôture. Et la semaine n'est pas finie. Demain, rapport sur l'emploi aux États-Unis. Hein. Quand je vous disais que c'était la semaine peut-être déjà la plus chargée de cette année 2023. Et ce sera peut-être à la fin de cette année une des semaines qui aura été les plus intenses. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Jusqu'à demain. Merci beaucoup Vincent Juvin, JP Morgan M, Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management et Zakaria Darwish, CPR Asset Management.